Voilà, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire consacré aux travaux de l'Agence internationale de l'énergie sur les pompes à chaleur. Mon nom est François Durier, je travaille au CETIAT. Notre travail dans le cadre de ces travaux de l'AIE est cofinancé par l'ADEME. C'est pour ça que vous voyez en bas à gauche sur cette diapo le logo de l'ADEME qui nous accompagne dans ce travail. Alors, de quoi va être constitué ce webinaire? Eh bien, 2 interventions. La première intervention me permettra de vous rappeler quelles sont les activités de ce programme pompe à chaleur de l'AIE. Et ensuite, nous avons demandé à Ahmed Ben Safi de la société Planète Décarbe de venir nous présenter une synthèse des résultats aujourd'hui disponibles d'un des projets de l'AIE sur les pompes à chaleur qui s'appelle Annexe 53 et dont vous voyez qu'il est consacré à des technologies dites avancées pour la production de froid, mais je crois aussi qu'il sera question de production de chaleur également. Alors, pour que vous puissiez intervenir, chaque présentation sera suivie d'un temps de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet « Questions » du petit panneau de contrôle auquel vous avez accès. Après le webinaire, nous vous ferons parvenir par mail les diapositives qui auront été présentées et dans quelques jours, probablement en tout début de la semaine prochaine, l'enregistrement du webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube du CETIAT. Donc vous pourrez revoir à la fois les diapos que vous aurez reçus et revisionner l'enregistrement du webinaire si vous le souhaitez. Rappel sur les activités de ce programme pompe à chaleur de l'AIE. Alors, ce qui est écrit là vous permet de décrypter le sigle. Dans l'AIE, qui Agence internationale de l'énergie, en anglais IEA, participent des pays qui sont membres de l'AIE. Et ces pays se mettent d'accord sur des programmes de collaboration technologique, en anglais TCP. Et on s'intéresse ici à l'un de ces programmes de collaboration technologique entre des pays et qui porte sur les pompes à chaleur, Heat Pumping Technologies, donc HPT en anglais. Voilà pour décrypter ce sigle un peu compliqué et barbare qu'on utilise ici. Dans ce programme de collaboration technologique, on enregistre 17 pays participants. Vous les verrez un petit peu plus loin. La France, donc, est l'un de ces pays. Elle est représentée dans ce programme par l'ADEME avec comme suppléant le CETIAT, et d'où cette collaboration avec l'ADEME que je mentionnais précédemment. Dans ce programme de collaboration technologique, ces pays membres, participants, mènent des travaux de, vous voyez, RDD et D, recherche, développement, démonstration et déploiement. Entendez par là travaux qui visent à une plus grande présence sur le terrain des pompes à chaleur. Les projets, ces travaux sont menés sous la forme de projets qui, dans ce contexte, s'appellent des annexes. Donc c'est un terme un peu étrange, mais retenez qu'il s'agit de projets internationaux menés par les pays participants sur différents sujets. Et on va voir donc dans ce webinaire les sujets des annexes en question. Un autre endroit où se définissent ces travaux, c'est une réunion annuelle d'un groupe qui s'appelle National Expert Meeting, auquel vous pouvez participer si vous êtes intéressé. Vous pouvez ainsi contribuer à l'identification de nouveaux sujets de projet ou de nouveaux sujets d'annexes. Le programme vise aussi à disséminer des informations. Donc ça se fait par un site internet dans lequel vous trouverez beaucoup d'éléments, également une présence sur les réseaux sociaux. Vous pouvez accéder en particulier aux rapports des annexes achevées ou à des rapports intermédiaires d'annexes en cours. Le programme pompe à chaleur édite un magazine, HPT Magazine, j'en parlerai un peu plus loin, une newsletter, un rapport annuel d'activité, et puis organise tous les 3 ans une conférence internationale sur les pompes à chaleur, IEA Heat Pump Conference, et la prochaine édition est prévue en mai 2023 à Chicago.
Donc, le contexte de ce webinaire, vous l'avez compris, nous avons au CETIAT des missions confiées par l'ADEME qui sont d'assurer la représentation de la France dans le programme pompe à chaleur, de valoriser les activités du HPT auprès de la filière professionnelle française, c'est ce qu'on va faire en partie aujourd'hui, et de tenter de promouvoir une participation active aux travaux du HPT, en particulier de partenaires français dans les annexes. Un des moyens de valoriser et de vous rendre compte des activités, c'est d'organiser des webinaires. Donc, on est aujourd'hui dans le webinaire du 30 septembre 2022, mais vous voyez qu'on a déjà eu 3 webinaires en 2019, un en 2020, 2 en 2021 et un en 2022 qui a lieu en février 2022. Toutes les vidéos de ces webinaires passés sont disponibles sur la chaîne YouTube du CETIAT et vous pouvez aller les revisionner si vous souhaitez avoir des informations sur d'autres parties du programme HPT que celles dont on va parler aujourd'hui. Quels sont les travaux en cours, donc les projets en cours, les annexes en cours? Vous voyez ici dans la première colonne leurs titres. Elles sont numérotées par ordre de lancement, donc celles qui sont avec les numéros les plus élevés sont les plus récentes en termes de déroulement. Vous voyez dans la dernière colonne les périodes ou les plages de temps sur lesquelles elles vont se dérouler. Et dans la colonne centrale figurent des acronymes des pays participants. Le pays qui figure en gras à chaque fois, c'est le pays qui assure l'animation ou le leadership, l'organisation des travaux de l'annexe. Et les autres pays indiqués sont des pays participants. Lorsque la France est pays participant, vous voyez que j'ai mentionné FR surligné en rouge, et tout à fait à droite, vous voyez qui sont les participants français dans les annexes considérées. Et puis tout en bas de la diapo, vous avez le décryptage des dénominations des pays qui quelquefois sont pas forcément toujours celles qu'on utilise, je sais pas, sur des plaques d'immatriculation internationale, mais voilà, vous avez la légende en tout cas ici. Donc oui, la France est présente actuellement dans 4 annexes qui se déroulent en ce moment et qui portent, vous voyez, sur différents sujets, les packs haute température, la flexibilité grâce aux pompes à chaleur, les packs et le digital, et puis les réfrigérants ou les fluides frigorigènes à faible impact sur l'effet de serre. Quelques visions maintenant de ce qu'on peut trouver sur le site du programme pompe à chaleur de l'AIE. Voilà, j'ai par exemple copié cette copie d'écran qui vous montre qu'on peut sur le site télécharger gratuitement un certain nombre de rapports, des annexes terminées, par exemple celle sur la signature acoustique des pompes à chaleur, celle sur des pompes à chaleur géothermiques et un suivi long terme de la performance de ces packs géothermiques. Et puis, plus récemment, des rapports sur un projet qui a porté sur ce qui s'appelait Comfort and Climate Box, qu'on a évoqué dans un précédent webinaire. Il s'agit en fait de l'utilisation des packs pour traiter à la fois des besoins de confort et de production d'eau chaude sanitaire dans des systèmes packagés. Je vous ai dit que le programme pompe à chaleur éditait un magazine ou une revue technique. Elle est assez fournie, hein. C'est pas une newsletter, c'est vraiment un journal. Et je vous ai mis ici un numéro paru dans le début de l'année 2022 et qui avait comme thème les réfrigérants. Donc vous voyez dans le sommaire, on trouve des articles qui sont liés au thème du numéro, Topical Articles. Voilà, avec des articles intéressants sur différents aspects des fluides frigorigènes. On trouve aussi dans la revue des non-topical articles, donc des articles qui ne vont pas forcément traiter du thème majeur de la revue, ici sur des packs au CO2. Je vous montre aussi le numéro 2 de 2022 qui est paru avant l'été, qui est consacré aux aspects de pilotage et de monitoring des pompes à chaleur. À noter aussi que dans la revue, vous trouverez parfois des données sur les marchés. Vous voyez ici, par exemple, dans ce numéro, un article assez détaillé sur le marché allemand des pompes à chaleur. La conférence internationale, j'en ai déjà dit un mot.
Elle aura lieu donc du 15 au 18 mai 2023 à Chicago. Et j'ai noté, vous voyez tout en haut de cette diapo, que vous pouvez dès maintenant télécharger gratuitement les articles présentés aux conférences précédentes. Donc, elles ont lieu, je vous rappelle, tous les 3 ans. Donc, ça fait une base de données assez intéressante pour retrouver ce qui a été présenté dans des conférences précédentes. J'ai évoqué aussi un lieu, une instance au cours de laquelle se discutaient des idées de nouvelles annexes, ce National Experts Meeting. C'est un lieu de brainstorming et d'échange pour des idées de futures annexes. Et vous voyez à droite, j'ai reproduit une copie d'écran de l'invitation qui figure encore sur le site du programme Pompe à Chaleur, qui vous invite à participer à une réunion qui aura lieu le 4 octobre 2022, réunion en ligne de 13h à 16h. Et bien que tout en bas, on puisse lire qu'il faut s'inscrire avant le 23 septembre, il était encore possible hier soir de s'inscrire. Donc, si vous êtes intéressé, il est peut-être encore temps de vous inscrire pour pouvoir participer à ce brainstorming qui aura lieu donc le 4 octobre. Quelles sont les annexes en préparation? Alors, je rappelle que ces annexes en préparation, ça veut dire que les pilotes volontaires, pour piloter ces annexes, doivent développer le sujet retenu en préparant d'abord une description de l'idée, puis une description plus détaillée du projet, qui dans le jargon du programme Pompe à Chaleur s'appelle legal text de l'annexe, qui décrit les objectifs, le programme de travail et les livrables. Et les annexes qui sont en préparation avec des legal texts qui sont prêts, vous voyez, la première concerne, donc ces annexes n'ont pas encore de numéro puisqu'elles n'ont pas encore officiellement démarré. La première concerne les packs pour les bâtiments résidentiels collectifs. Il y a déjà un participant français intéressé et une autre annexe en préparation va concerner l'impact sur le bruit du positionnement de la manière, oui, dont positionnent les pompes à chaleur. Et là, pour l'instant, pas de partenaire français identifié. Enfin, des idées pour de futures annexes, donc là, qui ne sont pas encore toutes très avancées dans leur description. Poursuivre le travail sur ce qui s'appelle Comfort and Climate Box, donc ces solutions intégrées comportant une pompe à chaleur. Une idée sur l'économie circulaire appliquée aux pompes à chaleur. Sector coupling, il s'agit de regarder des exemples pratiques de couplage entre une pompe à chaleur et le réseau d'alimentation électrique. Et puis, une dernière idée, les mesures de sécurité quand on utilise des réfrigérants inflammables. Voilà. Donc, toutes ces idées vont être, je pense, discutées lors de la réunion du National Expert Meeting du 4 octobre. Si elles vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter. Et je pense qu'après le 4 octobre, je reviendrai de toute façon vers vous par mail pour vous redire quelles sont les annexes en préparation, de manière à ce que vous puissiez vous manifester si vous pensez, si vous souhaitez en savoir plus et si vous envisagez éventuellement d'être un participant français à cette annexe. Voilà. Questions-réponses. Je vais voir les questions qui sont arrivées. Alors, j'ai une question qui est comment est rémunéré le travail qu'on réalise dans les différentes annexes. Alors, l'AIE, le programme Pompe à chaleur de l'AIE, ne fournit pas de financement des travaux qui sont réalisés. On peut prendre une image qui est la suivante. Une annexe, c'est finalement un peu comme une auberge espagnole ou un repas partagé. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il y aurait un repas et qu'il serait un repas à thème, par exemple. Hein. Donc, c'est le sujet de l'annexe. Et chaque participant va venir avec le plat qu'il a préparé dans le thème en question. Et il va arriver avec des travaux qu'il a lui-même financés ou pour lesquels il a trouvé des financements au niveau national. Et on va partager ce repas et ça permet donc de goûter les plats apportés par les différents pays. On n'est donc pas rémunéré par le programme Pompe à chaleur pour préparer son plat. On arrive et on le met sur la table commune. Les autres participants font de même. En revanche, on doit rémunérer l'organisateur de l'annexe, un peu comme si on payait, on contribuait aux frais de location de la salle, par exemple, dans laquelle est ce repas partagé. Le montant est
d'environ, un ordre de grandeur, c'est 5 000, 7 000 euros par an. Ça dépend du nombre de participants à l'annexe. Et si en France, on a plusieurs participants sur une annexe, eh bien ce montant qui doit être versé par le participant français chaque année peut être partagé entre les différents participants français. Voilà pour la réponse à la question qui était arrivée. Je vais maintenant cesser de partager cet écran et je vais passer la parole à Ahmed Ben Safi qui va se présenter, qui va nous présenter les travaux de l'annexe 53. C'est bon. C'est bon, je peux commencer. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Ahmed Ben Safi. J'ai le plaisir de vous montrer la synthèse des travaux de l'annexe. On va voir les différents jalons et là, je présente le jalon 2. Voilà, donc je vais parler du contexte, de l'argumentaire et des participants. Et ensuite, je vais parler du développement des technologies de produits basées sur la technologie traditionnelle qui est le cycle à compression de vapeur. Et puis, je vais évoquer ce qu'on appelle les not in kind, que j'ai traduit par non traditionnels. Alors, remarque préliminaire pour faire suite aux remarques de François Durier. Ce rapport constitue une synthèse non exhaustive des travaux présentés jusqu'à présent. La plupart de ces travaux ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces travaux sont antérieurs. Beaucoup ont été développés pendant, on va dire, les 5 dernières années et ont fait l'objet de présentations lors de conférences ou de publications dans des revues spécialisées. Alors, je tiens à souligner que le mérite de l'annexe, c'est de rassembler ces travaux et synthétiser les avancées dans le domaine. Et lorsque ça s'est avéré nécessaire, parce que les rapports obtenus jusqu'à présent n'étaient pas exhaustifs, on a consulté les publications des laboratoires dans les différentes références originales. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai encore certaines références originales où là le travail est explicité beaucoup plus en détail. Alors, je répète ce que François a dit, le financement des travaux de R&D n'est pas assuré par l'annexe. Ce qui fait qu'en fait, c'est très très riche par rapport au financement qui est fait durant l'annexe. Je parle du partage et de l'exposition des résultats. Quel est le contexte et quelle est la justification de l'annexe 53 ? Pendant les dernières décennies, on a eu une importance accrue du froid artificiel en clim, en réfrigération dans l'industrie, etc. Et on voit à droite ce qui est attendu comme augmentation. Par exemple, dans les pays non OCDE, on s'attend à multiplier par 4 la consommation liée au froid et à la climatisation. Dans les pays de l'OCDE, un peu plus, on va dire, plus développés, on s'attend à multiplier ça par 1,5. C'est dire que c'est très, très important comme consommation. Les principales applications qui sont visées par cette annexe, ou du moins les chercheurs, sont la réfrigération, qui comprend le froid alimentaire, le transport réfrigéré, les process industriels. Ce qu'il faut savoir, c'est que les estimations de la production agricole qui est perdue, le waste, on estime ça à 1/3 de la production. Et lorsqu'on comptabilise
tout ce qui a été mis en œuvre pour produire ces produits agricoles qui finalement sont perdus, sont gaspillés, ça nous donne un équivalent de presque 3 milliards et demi de tonnes équivalentes CO2. Pour vous donner une image, on est à peu près dans le monde entre 40 et 50 milliards de tonnes équivalent CO2 émis. Donc c'est vraiment énorme. Pour ce qui est de la climatisation, on estime ça à peu près à 700 millions de tonnes d'équivalent de carbone CO2 émis par an. Donc les enjeux sont quand même énormes. Et tout développement qui contribuerait à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre direct par ces systèmes-là serait le bienvenu. Quelles sont les méthodes et les technologies de production du froid que j'appelle artificiel? On a depuis plus de 160 ans ce qu'on appelle le cheval de trait de cette technologie qui est le cycle à compression de vapeur. Il est basé sur la compression d'un fluide vecteur qui va s'évaporer pour produire du froid et qui va se condenser pour produire du chaud, et la liaison entre les deux niveaux de pression étant assurée par un compresseur. On estime que un quart des émissions associées au fonctionnement de ces machines sont liées à l'effet de serre direct, c'est-à-dire aux émissions de fluides perdus, parce que in fine, tous les fluides qu'on utilise dans les systèmes vont s'échapper dans l'atmosphère, moins ceux qui sont recyclés, bien entendu. Et une forte influence du rendement énergétique, les consommations énergétiques liées au fonctionnement de ces appareils constituent ou causent les 3/4 des émissions totales. Et je n'ai pas besoin de le répéter en ces jours sombres qu'on traverse, et ces semaines et ces mois qu'on va peut-être aussi traverser, il y a le contexte de la disponibilité de l'énergie et des coûts associés. Là, on voit une augmentation drastique des coûts de l'énergie durant les derniers mois. Les objectifs de l'annexe 53 donc, sont de dresser un état de l'art, de la R&D, et de faire la promotion des alternatives technologiques, si possible avec haut rendement élevé, et faible effet de gaz à effet de serre direct, qui est le GWP, à travers des cycles améliorés, des technologies non traditionnelles. Donc on sort du cycle à compression de vapeur. Les participants sont des laboratoires issus de Chine, d'Allemagne, d'Italie, de Corée du Sud et des USA. Ce dernier pays, les USA, assurent à travers deux laboratoires la gestion de cette annexe 53. Donc ce sont ce qu'on appelle les cooperating agents. Donc le programme, la tâche 1 est d'identifier et d'écrire les domaines prioritaires de technologie de production de froid pour les contributions. Le rapport préliminaire était donné en septembre 2020. La tâche 2, c'était la modélisation, la simulation, l'analyse et l'évaluation en laboratoire de ces technologies. C'est donc le rapport préliminaire 2 que j'ai consulté et à l'aide duquel on a élaboré cette synthèse. Et puis, il reste la tâche 3 qui est identifier les prochaines étapes de développement, et la tâche 4 qui est la synthèse et la diffusion. Il faut dire que ça a été un peu freiné par le Covid. Alors, quels sont les développements basés sur le cycle traditionnel? Je vais les montrer à présent. Ce sont essentiellement des variantes du cycle à compression de vapeur, c'est-à-dire qu'on prend à la base le cycle à compression de vapeur, et puis soit on le modifie, soit on le substitue avec une technologie un peu moins énergivore et moins émettrice de carbone. Donc, dans le tableau, c'est la colonne du centre qui montre les technologies examinées. Donc, on a une pompe à chaleur ou plutôt un système de rafraîchissement utilisant une membrane, des systèmes avancés de climatisation à compression de vapeur, des cycles hybrides qui allient absorption et compression, des systèmes basés sur le refroidissement par absorption, adsorption, de la déshumidification qui utilise un procédé électrochimique, et puis une technologie à échangeur de pression pour cycle avancé. Vous allez comprendre le terme échangeur de pression, c'est un peu… on va montrer une vidéo pour ça.
Alors, je commence avec la PAC à membrane que vous voyez à gauche. On va voir, je ne sais pas si vous voyez ma souris en bas, il y a une espèce de, c'est deux chambres séparées par une membrane. À gauche, on a de l'air humide qui rentre et l'air humide passe ou l'humidité de cet air passe à travers la membrane qui va dans le côté du perméa à l'aide d'une pompe à vide. Et ça permet ainsi de débarrasser l'air, ou du moins une partie de l'air, de son humidité. Ce qui fait que ce qui en résulte un air qui est sec et qu'on peut, dans un système, et qu'on peut refroidir de manière adiabatique. Donc, comme vous le voyez, dans ce système-là, on a une partie déshumidification, séchage, on peut l'appeler un peu séchage, et une autre partie qui est refroidissement à l'aide d'un dispositif adiabatique qui est fait par évaporation de l'eau. Alors, il y a un système qui a été développé. Ça, c'est le dispositif expérimental. À droite, en haut, on voit les différences d'humidité relative qui sont obtenues entre le jaune et le bleu. Et on voit qu'il y a à peu près entre 5 et 7% d'humidité qui a été gagnée. Et en bas, on voit les températures et on voit qu'on est passé de globalement 27 à 23 degrés, ce qui est en fait une fonction de rafraîchissement. Les avantages, c'est une réduction importante de la puissance de refroidissement en climatisation. On voit un système qui a été un système, on va dire, quasiment industriel ou prototype qui a été développé par ce laboratoire coréen. Je vais pas décrire tout ce qu'il y a dans les tableaux et tout ce qui a été obtenu. Vous verrez ça dans le document PDF qui vous sera envoyé. Alors, le deuxième cycle qui a été étudié c'est ce qu'on appelle un cycle avancé, qui est une auto-cascade. En fait, on utilise un mélange de fluide frigorigène dans un cycle classique. Le mélange de fluide frigorigène permet d'obtenir ce qu'on appelle un glissement de température, c'est-à-dire une différence de température entre l'entrée de l'évaporateur et la sortie de l'évaporateur. Cet écart, il est exploité dans un échangeur et lorsqu'on met la bonne surface d'échange, on a ce qu'on appelle ce glissement, ce qui fait qu'on rapproche les courbes de refroidissement du fluide et la courbe d'évaporation. Alors, dans un diagramme, on va dire anthropique, on voit que ça permet de réduire les irréversibilités, donc la perte d'entropie. En pratico-pratique, ça permet de réduire le rapport de compression du compresseur, donc d'économiser de l'énergie. Et ce système qui est proposé, en fait, il consiste à détendre à deux niveaux successifs, c'est-à-dire qu'on détend le réfrigérant à un niveau bas, par exemple 5 bars, et on détend aussi le réfrigérant à un niveau plus élevé qui est par exemple 8 bars. Et ces deux niveaux de pression, en fait, ils offrent deux niveaux d'évaporation, de température différents, si bien qu'on aura un écart de température, enfin le fluide qu'on veut refroidir peut se refroidir dans un écart, et puis il peut aussi se refroidir dans l'autre. Alors, c'est pas exactement ce que je décris, c'est le schéma suivant qui est là. On a le cycle A qui est la base, on refroidit en deux niveaux, et vous voyez que le fluide frigorigène, le fluide qui doit être refroidi, il passe dans deux échangeurs successifs, deux échangeurs qui fonctionnent à deux niveaux de pression différents. Et on a deux compresseurs, parce qu'on va récupérer les vapeurs de ces deux compresseurs et ensuite on va les comprimer à une seule pression avec un seul condenseur. Voilà, et là il y a différentes variantes, le B, le C, le D, le E, qui contribuent chacune à améliorer davantage. On a donc ce qui est montré ici, entre 7 et 16% d'amélioration par rapport à un cycle de base monoétagé. Et on a entre 3,5 et 7% par rapport à un cycle qui aurait déjà deux étages.
mais qui serait avec un seul niveau d'évaporation. Le mélange qui a été utilisé ici, je dirais, c'est presque l'équivalent du 407C en termes de comportement de pression. C'est un mélange de 32 et de 1234 Z2. C'est l'équivalent en pression aussi du R22 ou du 407C à un bar près. Une autre combinaison de technologies intéressantes, le photovoltaïque, la diabatique, plus une compression à 3 étages. Alors, on n'est pas vraiment dans l'exotique, hein. Ce sont toutes des technologies qui existent séparément, mais qui ont été mixées et combinées en un. Et d'après ce qui est rapporté, sur des essais de 10 jours en laboratoire, on a divisé par à peu près 7 la consommation. Le gain qui est annoncé, c'est 83%. Ça correspond à peu près à une division par un facteur de 6 de la consommation énergétique. Donc on voit le panneau photovoltaïque, hein, les compresseurs. Et puis il y a aussi une membrane qui est utilisée pour déshumidifier dans ce cas-là. Alors, quelque chose qui est assez, alors là, dans ce cas-là, exotique, hein, on a un cycle à absorption, hein, par exemple, on pourrait utiliser le lithium ou l'ammoniac. Enfin, actuellement, cette technologie utilise le lithium ou solution d'ammoniac. Et dans ce cas-là, on va en parallèle ajouter un compresseur et lorsque la source de chaleur, qui est le solar collector que vous voyez à gauche, n'est pas disponible, lorsqu'il n'y a pas de soleil, eh bien, ça va être le compresseur qui va prendre le relais dans un cycle traditionnel. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai parlé de lithium et d'ammoniac, c'est que on n'utilise pas de lithium ou d'ammoniac pour des raisons bon, on ne peut pas comprimer n'importe quoi. Et pour pouvoir comprimer, on utilise un mélange de LiNO3 et d'ammoniac. Et donc, il y a eu des simulations qui ont été faites, hein, et ces simulations ont montré que la compression de vapeur seule peut faire l'appoint pendant à peu près la moitié du temps, alors que l'absorption travaille pendant, on va dire, 40% du temps. Et on fonctionne en fonctionnement hybride. Donc, on a des COP qui sont de l'ordre de 7, comparé à 5,5 pour une PAC conventionnelle. J'ai pas exactement l'article ne montre pas exactement les conditions, c'est-à-dire de température qu'ils ont appelées pour la PAC conventionnelle. Et les auteurs ont noté une influence plus forte de la surface du collecteur lorsqu'on a un collecteur plat comparé à un collecteur à tube. Donc, si on prend pour référence le système conventionnel à absorption, dans ce cas-là, la PAC hybride qui utilise un compresseur, eh ben, elle permet d'éviter le recours à un système complet qui consisterait d'un compresseur, d'un évaporateur, d'un condenseur, etc. Un autre dispositif qui a été proposé, dans ce schéma, ce qu'il faut regarder, c'est celui du bas en vert et qui consiste en une boucle traditionnelle, si on peut dire, qui utilise du CO2. Donc, dans ce cas-là, on a une PAC à la base qui est du CO2 et elle va produire de la chaleur qui va être donnée dans l'échangeur vert, hein, celui du haut mais vert, et qui va alimenter un évaporateur. Alors ça permet d'avoir des températures plus basses en exploitation, c'est-à-dire qu'on peut travailler jusqu'à moins 30 à peu près, hein, tout en ayant encore une bonne performance. Alors, si on rajoute à ça le stockage de l'énergie, alors ce système-là, il n'est pas, on va dire qu'il n'est pas original, mais il n'est pas très courant non plus. Il permet, moyennant, alors l'utilisation c'est un système d'absorption, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker de l'eau
stocker de l'eau, c'est-à-dire le fluide frigorigène, on va le stocker et puis ensuite, au besoin, on va l'évaporer et le comprimer. C'est un système de stockage avec charge et décharge. Et on voit à droite le résumé que j'ai fait sur les performances. On a une densité de stockage ou plutôt une efficacité. Hein, c'est ce qu'on donne versus ce qu'on restitue. Ou plutôt ce qui est restitué versus ce qu'on a donné, qui est de l'ordre de 67% pour le système de stockage le plus efficace. Quand je dis système de stockage le plus efficace, c'est celui où on peut stocker le plus de kilowattheures de froid par mètre cube de stockage. Et là, ils ont réalisé un vrai prototype. Hein, on voit les deux photos avec les deux ballons de part et d'autre du compresseur. Une dernière, mais j'ai pas vraiment trouvé de données détaillées là-dessus. Comme vous le voyez, on utilise des échangeurs en plastique pour améliorer ou pour rendre moins cher l'absorption. Ça, c'est pour les procédés qui utilisent l'absorption. Et on a à peu près la même densité de puissance aux alentours de 2 kilowatts de puissance spécifique par kilogramme d'absorption. L'idée étant de remplacer le métal dans ces échangeurs. Alors, quelque chose qui nous vient de l'Université du Maryland, qui est un des agents de l'annexe. Le principe, c'est séparer la puissance froid qui sert à la déshumidification de la puissance froid qui sert au refroidissement sensible. Les avantages sont d'améliorer le rendement en diminuant la partie latente. Juste pour vous donner une idée, un climatiseur classique dans une maison, il y a à peu près 30 à 40% de puissance latente. Voilà. Et donc, le but de ces travaux, c'est de diminuer cette puissance latente. Et l'idée, c'est d'utiliser donc un dispositif électrochimique alors, ça, c'est une membrane, mais en fait, c'est une cloison de séparation. Et de part et d'autre de cette cloison, on applique un champ électrique. Et moi, je me souviens qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai visité cette université et leur laboratoire, et ils avaient déjà appliqué des champs électriques sur des échanges, sur des manips d'échange thermique. C'est-à-dire qu'ils voulaient augmenter les échanges thermiques. Donc c'est une université, enfin c'est un laboratoire qui a l'habitude de travailler avec ces champs électriques. Ce que je retiens de cette manip, vous le voyez, en fait, la déshumidification n'est pas très élevée. Là, moi, j'ai recalculé ce qu'ils avaient déshumidifié ou séché, par exemple, à 25 degrés, et on passe de 50% à 43%. Donc, mais en tout cas, ils ont prouvé le procédé. Ils ont prouvé la fiabilité du procédé. Alors, vient un développement qui est assez récent. Et cette innovation, en fait, elle est inspirée du procédé de dessalement de l'eau de mer. Donc, dans l'eau de mer, on a besoin de pomper l'eau. Et en fait, l'eau qui est rejetée et qui est très, très salée, elle est à haute pression et cette haute pression, elle permet de pomper l'eau salée qu'on va dessaler. Et ils ont pensé à utiliser ça dans le cycle transcritique qui utilise du CO2. On a des pressions qui sont entre 80 et 120 bars dans ce genre dans ce genre de cycle. Et donc récupérer cette énergie a toujours été le but des labos de R&D. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on turbine le CO2 qui est à haute pression, et avec ça, on va
remonter le niveau de pression de la vapeur. Vous voyez à droite le schéma. Le schéma consiste il y a un gaz couleur. En sortie du gaz couleur, du refroidisseur de liquide, on va turbiner ce liquide. Et puis après, on va aller dans un échangeur gaz, dans un séparateur gaz liquide. On va séparer le gaz. En fait, le gaz n'alimente pas du tout l'évaporateur. Et ce gaz, on va très légèrement on va le surventiler, puis ensuite le comprimer totalement. On va être plus parlant que ça. On va regarder. Désolé. On va regarder une vidéo et ça va être plus parlant. The PXG works by expanding the refrigerant similar to a valve, but recovers the energy of expansion and provides compression. This reduces the load on the compressors and the energy consumption of the system. Simple yet elegantly designed, PXG 1300's core component is a ceramic rotor. 3 ceramic components fit tightly around the rotor to form a seal. A typical PX is energized by fluid flow and pressure transfer from a high-pressure fluid to a low-pressure fluid. The PXG handles both gas and liquid, which makes it ideal for CO2 refrigeration systems in order to lower energy consumption. The PXG integrates easily into a new or existing CO2 system. By integrating the PXG 1300 into the heart of a refrigeration system, efficiency gains can be improved, potentially reducing the number of additional components and upfront costs. Good for the environment and the electric bill, Energy Recovery's Voilà donc pour cette vidéo. Ce que je peux faire comme remarque là-dessus tout de suite, c'est que moi j'ai travaillé en particulier dans le laboratoire du CETIL à l'INSA et au CETIAT où on a testé des systèmes qui permettaient des systèmes d'éjecteurs. Et j'avoue que j'ai été très très surpris par les développements et les annonces qui ont été faites sur ce gain entre 20 et 70%. Par ailleurs, comme c'est un système qui est éprouvé dans d'autres technologies et dans d'autres industries, je pense que ce système-là devrait être examiné. Il y a autre chose qui est encourageant dans ce système-là, c'est qu'il est apparemment éprouvé et disponible de manière industrielle. Voilà. Donc, les auteurs annoncent une augmentation très significative du COP, un potentiel beaucoup plus important qu'un éjecteur. Et en particulier, ce système qui est proposé rend le cycle transcritique beaucoup plus viable, en particulier à température ambiante élevée. À température ambiante élevée, et en particulier pour le froid, les COP sont assez handicapés. Disponible sur le marché, éprouvé, il est apparemment adaptable sur installation existante. Quand je dis adaptable, moyennant bien sûr l'installation aussi d'un séparateur, pour aller aspirer la vapeur. Il y a une question qui se pose, je pense qu'on pourrait le résoudre par simulation. Quelle est la nouvelle pression optimale dans un système existant avec l'installation de cet équipement? Et puis j'ai moi personnellement une question, est-ce que c'est applicable aux fluides traditionnels comme les HFC ou les HFO? Mais certainement, à mon avis, prometteur. Donc en résumé, pour le cycle traditionnel, vous avez en bleu là, ce qu'on a conclu sur en termes d'avantages et d'inconvénients sur les technologies qu'on vous a montrées jusqu'à présent. Je vous donne maintenant mon avis, notre avis concernant
avec le recul hein, sur la R&D, on pense que le cycle traditionnel prédominera encore le marché à court et à moyen terme. Les dispositifs proposés dans l'annexe ou par les chercheurs de l'annexe, les plus prometteurs sont l'échangeur de pression en application transcritique, la membrane qui permet de déshydrater partiellement l'air et de soulager en quelque sorte le cycle traditionnel ou de rafraîchir l'air de manière adiabatique. La combinaison des différentes technologies non énergivores, c'est-à-dire que si on pouvait se passer du compresseur et utiliser plusieurs technologies, une combinaison de ces technologies. Et c'est quelque chose qui a été fait au CETIAT il y a une quinzaine d'années, utiliser le cycle traditionnel, mais avec des technologies améliorées. Alors, il y a une publi du CETIAT de 2011-2012 qui montre qu'on peut améliorer de 20 à 30% en augmentant la taille des échangeurs. Et en utilisant des compresseurs efficaces. Alors, de manière quotidienne, en exploitation, ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet de la régulation est très, très important. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur papier un cycle qui fonctionne. Quand tout va bien et quand tout est steady state, régime continu, on a une certaine performance. Mais dans la réalité, les paramètres changent et la régulation ou la bonne régulation permet d'augmenter le COP en exploitation de manière drastique si elle est bien faite. Les technologies traditionnelles donc sont montrées. On va parler de froid élastocalorique, d'évaluation des matériaux et appareils élastocaloriques. On va parler de tubes capillaires caloriques, mais c'est allié au froid magnétique, et on va parler de système de froid magnétique, bon, il l'appelle magnétocalorique, avec des essais qui ont été faits sur des dispositifs à densité de froid élevée. Alors, pour gagner du temps, je vais essayer d'être aussi abstrait que possible. Ces technologies-là, en fait, les principes ils sont tabulés à droite, not in kind, non traditionnel. On va parler de solid state. Les cycles traditionnels utilisent un fluide qui va s'évaporer et se condenser avec un compresseur pour assurer la compression. Les cycles ou les systèmes avec solid state, à l'état solide, en fait, sont tous basés sur le même phénomène. Ils s'échauffent quand ils sont soumis, ces métaux ou ces matériaux s'échauffent quand ils sont soumis à une contrainte. Si cette contrainte disparaît, ou lorsque cette contrainte disparaît, ils se refroidissent. Et en fait, ce phénomène, il est exploité pour produire du froid ou à l'inverse, du chaud. Dans le cas du thermoélastique, ça sera une contrainte mécanique qui va être imposée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait, mais par exemple, quand on a un bout de ferraille et qu'on veut le couper, eh bien, on va se mettre à le tordre de plus en plus, et on sent sur le doigt la chaleur. Ben, c'est à peu près ça, c'est ce qui se passe. Donc, on va soumettre une contrainte mécanique sur un métal, il va s'échauffer. Ensuite, quand cette contrainte disparaît, il va se refroidir et on va en profiter pour lui faire absorber de la chaleur ou pour lui faire rejeter de la chaleur. Lorsque la contrainte est un champ magnétique, c'est-à-dire qu'on met un champ magnétique sur un métal particulier et à une température particulière, il va s'échauffer. Et lorsque c'est un champ électrique, eh bien, ça va être l'électrocalorique. Pareil pour le thermoélectrique. Excusez-moi. Enfin, je pense que là, il y a peut-être un abus de langage de dire que liquid vapor membrane heat pump. Je pense que c'est un abus de langage parce que normalement, la membrane vient en appoint parce qu'on va déshydrater Quand on déshydrate, en fait, la température, elle est constante. Donc, à mon avis, c'est un abus de langage que de mettre la membrane là-dedans.
Mais bon, c'est le tableau qui a été proposé par l'Université du Maryland. L'avantage mis en avant, c'est zéro carbone et un rendement élevé. Et je dis mis en avant parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été prouvé, on va dire, sur des installations de taille industrielle. Pour ce qui est du zéro carbone, je tiens tout de suite à voilà, à informer. On va parler de dispositifs dont la masse est 10 fois supérieure à un dispositif traditionnel. Donc, le zéro carbone sur une analyse de cycle, sur une, enfin, durant toute la vie, si on faisait une analyse de cycle de vie, je pense que ça serait peut-être pas exactement zéro carbone. Mais bon, ça demande à être vérifié. En pratique, la variation de température, elle est faible pour un élément. C'est pour ça qu'on en met plusieurs en série. Les matériaux, par exemple le gadolinium, sont chers pour le moment. Et la densité de froid est faible, je dis encore, pour le moment. C'est le nombre de kilowatts qu'on peut obtenir à partir d'une unité de masse de substance. La contrainte, elle doit être appliquée de manière cyclique. On soumet à la contrainte et ensuite on enlève la contrainte. Et par conséquent, la chaleur doit être évacuée ou donnée, transmise, de manière cyclique. Les fluides qui transportent les flux de chaleur générés doivent traverser les matériaux. Les pertes de charge diminuent fortement ces rendements. En fait, la grosse dépense, elle est faite sur, par exemple, dans le magnétocalorique, si on a un aimant permanent, c'est la perte de charge qui va constituer la dépense d'énergie la plus importante. Et les technologies d'échangeurs sont très sophistiquées et aussi compliquées. La génération de la contrainte, elle est compliquée et coûteuse. Alors, c'est pas un tableau noir que je veux dresser tout de suite. Hein. C'est juste que, et j'insiste sur les mots, pour le moment. C'est-à-dire, on n'est pas à l'abri ou on est de bonnes surprises ou d'une rupture technologique concernant ces choses-là. Donc, fonctionne sans filtre hydrogène avec un rendement élevé et un effet de serre élevé. Juste une remarque, j'ai fait un peu de recherche là-dessus et je suis tombé sur un papier de 1917 français de Auguste Pierre Ouest et Auguste Picard. Et il décrit exactement le phénomène le phénomène magnétique, hein, donc avec 1/200 de degré par cycle. C'est-à-dire qu'il y avait, lorsqu'il a soumis à un champ magnétique, je crois que c'est du nickel hein, dans ce cas-là, l'auteur ou les auteurs ont constaté 1/200 de degré par cycle. Et c'est précisément ça qui a été exploité puis amplifié pour faire ces développements. Alors, on va commencer par l'élastocalorique. L'élastocalorique, vous voyez une éprouvette au milieu, là, à droite. Imaginez qu'on la tire, qu'on la soumette à une traction, eh bien, elle va s'échauffer. Si on enlève cette traction, il y a les propriétés élastiques du matériau. Par l'élasticité, il va revenir à sa position initiale. Et en revenant à sa position initiale, il va se refroidir. Et donc, ce qui est fait dans ces dispositifs-là, c'est qu'on met plusieurs tubes, dans ce cas-là, on l'a appelé nitinol, hein, arrangés dans un arrangement hexagonal, et on va aller faire circuler un fluide à l'intérieur pour donner de la chaleur ou l'enlever. Je vous passe du diagramme à gauche qui parle de l'arrangement du métal lui-même et le martensite, austénite, martensite, et on revient et on fait un cycle. Alors, juste une chose, puisqu'on en est au cycle là, puisqu'on a des contraintes mécaniques, il faudra bien tenir en compte ou se rappeler du fait que la durée de vie, on n'a pas d'idée de la durée de vie. C'est-à-dire que ces contraintes-là, si on les applique pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a rien qui dit que ça ne peut pas casser. Bon, rien ne dit le contraire non plus, mais normalement, ils annoncent à peu près une dizaine d'années dans leur conclusion préliminaire. Ils annoncent une dizaine d'années. Toujours le froid élastique. Élastocalorique. Voilà le résultat qui a été obtenu. Un labo chinois a étudié l'ajout ou assisté ce froid élastocalorique par le solaire thermique.
voilà, quelques résultats, vous verrez plus de résultats. On est toujours de l'ordre du kilowatt, on va dire, hein. Sauf dans ce cas-là où on a un appoint par collecteur solaire. Je vais parler maintenant du froid magnétique et je vais passer à une vidéo. Et ça sera plus parlant. The working principle of magnet refrigeration systems is the thermal response of some materials to the variation of a magnetic field. When a magnetic field is applied to a magnetic caloric material, its temperature increases. Conversely, removing the magnetic field reduces the temperature. Solid materials with magnetocaloric properties are used as refrigerants in magnetic cooling systems. When arranged in a porous matrix, the solid refrigerant particles make up the so-called active magnetic regenerator, AMR. The alternating flow of a coolant, which heats up and cools down as it flows back and forth through the AMR, continuously pumps heat from the refrigerated environment to the external ambient. Hence, the AMR beds are responsible for generating the system's cooling effect. The cooling cycle is composed of 4 stages: magnetization, cold blow, demagnetization, and hot blow. The magnetic field applied to the AMRs is generated by the magnetic circuit. It comprises 2 concentric cylinders, composed of permanent magnet and steel segments, designed to provide the optimum magnetic field profile to the AMRs. To amplify the system's cooling capacity, 16 AMRs are used, divided into 8 sets arranged in parallel. Each group is formed by 2 regenerators activated simultaneously. Driven by an electric motor, the magnetic circuit rotates around the AMRs, repeatedly magnetizing and demagnetizing them. The magnetic circuit cycles are synchronized with the cold and hot water blows produced by a hydraulic management system controlled by solenoid valves. In the current development stage, the system also has flow, pressure, temperature, magnetic field, and electric power sensors that allow mapping the overall performance of the refrigerator. The system tests are carried out in a temperature and humidity-controlled calorimeter, where thermal comfort conditions established by international standards are carefully reproduced. Since both the solid magnetocaloric materials and the permanent magnets are composed of rare earth materials, a partnership with the Voilà, je vais vous montrer quelques images de ce qu'ils ont proposé comme dispositif. Alors, le challenge dans ces technologies, c'est bien sûr les transferts thermiques. Vous avez vu l'intermittence. Il faut de la régulation. Il faut un tas de dispositifs là-dessus, hein, un tas de nouveaux concepts à maîtriser aussi et de régulation. Juste une chose, hein, quand on compare les poids, il y a un ordre de grandeur entre le climatiseur traditionnel et celui qui est proposé par ces chercheurs. On passe de 80 kg à 985 dans ce cas-là. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo, il y a des fluides qui doivent être circulés à travers les métaux magnétocaloriques. Ces fluides doivent être circulés à une certaine vitesse de manière intermittente. Et la nouveauté du Fraunhofer Institute, que propose le Fraunhofer Institute, c'est d'utiliser des caloducs. Et ces caloducs contiennent un fluide qui s'évapore et se condense. Et les vitesses ou les flux et les fréquences de ces flux
sont très élevés dans le cas des caloducs. Et c'est ça qui permet précisément d'augmenter la puissance spécifique possible avec ces caloducs. Je vais vous montrer on va voir une autre vidéo qui va être un peu plus parlante. Voilà, c'est un peu plus parlant. Alors, des commentaires concernant le froid magnétique et ce qui a été exposé. Il y a des défis technologiques, en particulier les faibles puissances. La variation de température, elle est faible pour un élément, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs éléments en série, avec des pertes de charge plus importantes. Donc, les matériaux sont chers pour le moment, la densité de froid est faible, la contrainte doit être appliquée de manière cyclique, donc la chaleur doit être évacuée de manière cyclique. Les fluides qui transportent les flux de chaleur doivent traverser les matériaux, les pertes de charge diminuent ces rendements. Les technologies d'échangeurs sont sophistiquées. À ce sujet-là, il y avait une société en France qui avait essayé de développer, et à ma connaissance, et mon souvenir, il me semble que le CEA et à l'époque le GRET avaient aussi participé et fait des recherches pour ces échangeurs-là. Malheureusement, cette société, il n'y a pas eu de suite commerciale. Voilà, elle a duré de 2003 à 2017. Voilà pour le froid magnétique. Pour le froid élastocalorique, donc en principe, il fonctionne sans fluide frigorigène, un rendement annoncé qui est élevé. Les défis technologiques donc, sont les faibles puissances, la faible variation de température avec des matériaux qui sont chers et une faible densité de froid. Pareil, la contrainte doit être appliquée de manière cyclique, mais là, c'est un peu plus prononcé que pour le magnétocalorique. Avec le magnétocalorique, avec le système de rotation et le mouvement circulaire, on arrive un peu à pallier. Il n'y a pas de retour actuel et c'est normal, il n'y a pas de système commercialisé. On n'a pas de retour sur la durée de vie des matériaux. Répéter une contrainte mécanique. Et les technologies d'échangeurs sont assez sophistiquées, pour pas dire compliquées.